Le peuple s'est senti solidaire, tout le monde a fait attention à son voisin, tout le monde a fait attention à ce qu'il y avait assis à côté de lui, s'il y avait un paquet, si celui qui montait avait un air truffé. Alors il y a après une espèce de paranoïa qui s'est certainement créée. Aurélia Blia, bonjour, Boker Tov. Bonjour Bokertin. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la directrice du département francophone de One Family, de la fondation One Family, qui s'occupe des victimes du terrorisme. Une association qui a été créée au moment de la seconde intifada. Et c'est la raison pour laquelle nous dialoguons aujourd'hui. Cela fait 20 ans, jour pour jour, on peut le dire, que la seconde intifada a été déclenchée. Une seconde intifada qui, on peut dire, a traumatisé la société israélienne et a bien entendu touché énormément de familles victimes du terrorisme palestinien. Je voudrais que vous nous rappeliez d'abord dans quelles circonstances est née One Family. Ça a été né après l'attentat de Sbarro qui a eu lieu en août 2001 et l'hécatombe a été telle, il y avait eu, je vous rappelle, quand même 15 morts, dont 7 enfants et une femme enceinte, et plus de 130 blessés, grièvement blessés, donc c'est-à-dire plus tous les autres, et sans compter les témoins. En fait, c'est tout simple. Une jeune fille qui s'appelle Michal Belzberg devait faire sa bat mitzvah à cette période-là, et en entendant tout ce qui s'était passé, et face au nombre de familles qui se sont trouvées décimées, d'enfants, surtout d'enfants qui se sont retrouvés aussi orphelins, elle a décidé d'annuler sa bat mitzvah et a demandé à toute la famille, à tous les amis qui devaient venir, ce sont des Canadiens, des Israéliens, des Belges, de venir de partout dans le monde, de donner cet argent pour les victimes de l'attentat de Sbarro. Et ils se sont très vite rendus compte que c'était un fonds abyssal. Et ils ont décidé avec ses parents de fonder l'association One Family parce que justement, reconstruire une famille autour de toutes ces personnes, c'était tout un symbole. Et c'est comme ça qu'est née l'association. Elle avait 12 ans, Michal, à l'époque, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, effectivement, on se souvient, par exemple, ceux qui étaient en Israël se souviennent de cet attentat particulièrement traumatisant de la pizzeria Sbarro au cœur de Jérusalem, vraiment au carrefour entre les rues Ben Yehuda et King George. Personne n'a oublié, comme personne, on peut dire, dans la population israélienne, n'a oublié ce flux incessant d'attentats, que ce soit sur la rue Yafo qui est ornée, si on peut dire entre guillemets, de plaques de souvenirs à la mémoire des victimes des différents attentats qui sont produits pendant cette période. Comment peut-on gérer une situation comme celle-là, on va dire au niveau de la population? Comment la population israélienne a-t-elle pu tenir le choc de cette vague d'intifada, de cette vague d'attentats terroristes? Je parle en particulier à Jérusalem, même si effectivement cette vague a touché l'ensemble de la population israélienne à travers tout le pays. Mais c'est vrai que Jérusalem avait été une cible privilégiée, si l'on peut dire entre guillemets, pour les Palestiniens. C'était une époque où les autobus sautaient très régulièrement. C'était une époque où dans la rue, il y avait des attaques à la bombe dans les cafés, dans les restaurants. Ça a été très, très difficile à gérer. Enfin, vous étiez là, j'étais là. Sbarro, j'étais pas très loin, en fait, le jour de Sbarro. Ça m'était évidemment toutes sortes de choses. On l'occulte. Mais j'étais avec mon mari et mes enfants. Nous étions à 5 minutes à pied de Sbarro quand ça s'est passé. Donc, on réalise que c'était assez... Bref, toujours est-il que comment la population a géré, je crois qu'il y a eu une espèce de panique intérieure qui s'est créée. Maintenant, le peuple israélien, ou le peuple juif et les Israéliens sont des gens qui sont assez résilients, c'est des gens qui sont résistants. Il y a tout d'abord une solidarité qui s'est faite. Les gens sont allés en masse dans les hôpitaux, entourer les familles de blessés, malheureusement dans les ascarotes, dans les chivotes, pour entourer les familles ou les enterrements dans les familles de gens qui ont été tués. Le peuple s'est senti solidaire, tout le monde a fait attention à son voisin, tout le monde a fait attention à ce qu'il y avait assis à côté de lui, s'il y avait un paquet, si celui qui montait avait un air truffé. Alors il y a après une espèce de paranoïa qui s'est certainement créée. Les psychologues de la mairie et de toutes les associations ont été mis sur le terrain, évidemment, tout de suite. Alors nous, on était tout jeunes à l'époque, mais on a tout de suite eu énormément de bénévoles qui sont venus nous voir. Nous avons tout de suite monté une structure avec des assistants sociaux et des psychologues. Et c'est là qu'effectivement, le peuple israélien a montré sa force, c'est-à-dire que chacun s'est soutenu, les parents accompagnaient les enfants à l'école, les élèves soutenaient les professeurs et vice-versa dans les histoires terribles. Une histoire où je me rappelle que mon fils m'avait raconté, petit donc à l'époque, pendant le cours, la maîtresse avait reçu
l'annonce que son mari a été tué dans un autobus. Donc vous imaginez aussi le choc que ça provoque sur 30 enfants qui voient leur professeur s'effondrer devant eux et qui comprennent à l'âge de 10 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans ce que ça veut dire la mort, ce que ça veut dire la frayeur. Apprendre à nos enfants à ne plus jouer avec un ballon trouvé dans la rue, apprendre à nos enfants à ne pas donner un coup de pied dans une canette de boisson, dans un chapeau parce qu'en dessous, ça pouvait éventuellement être une bombe. C'était toute une formation d'esprit. Nous-mêmes, on ne montait plus dans un autobus sans vérifier. Et encore aujourd'hui, je suis certaine que la population israélienne continue à remarquer un sac poubelle posé au hasard dans la rue ou un sac dans un autobus qui a été oublié par quelqu'un. C'est tout de suite Pavlov, c'est-à-dire qu'on pense attentat, même si c'est un simple oubli d'un sac de marché. C'était une population qui était très, 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 très traumatisée. Beaucoup sont encore sous ce choc-là. Avoir assisté, même quand on n'était pas dans l'attentat, l'avoir vu même de loin, ça laisse beaucoup de marques. La population israélienne de Jérusalem, je dirais, dans son ensemble, connaissait quelqu'un qui a été dans l'attentat ou son voisin connaissait quelqu'un. Mhm. Donc, en fait, tout le monde a été impliqué dans ces attentats-là. Et donc, c'est quelque chose qui a laissé des marques, je dirais, indélébiles. Est-ce que l'on peut dire que certains d'entre nous sommes sommes devenus insensibles à ce spectacle auquel on assistait, de ces morts, de ces sacs mortuaires dans lesquels les sauveteurs de Zaka entraient les corps, ou ce qui restait parfois des corps des victimes. Est-ce que quelque part, sans le constater, sans en faire, dirons-nous, sans en faire une sorte sans que cela ne sollicite une thérapie, eh bien, on est finalement devenu peut-être plus cruel, entre guillemets, ou en tout cas moins sensible à ce qui peut toucher d'autres personnes? Je sais pas, je crois pas. On est quand même une population, on est un peuple extrêmement solidaire l'un de l'autre, même si actuellement, au jour d'aujourd'hui, ça paraît pas une évidence quand on regarde ce qui se passe autour de nous au niveau politique, et c'est donc pas le sujet, mais non, on est un peuple extrêmement solidaire, et je pense pas qu'il y ait eu une lassitude. Alors c'est vrai que tous les jours, on entendait jusqu'à 3 et 4 annonces d'attentats, que ce soit attentats d'autobus, que ce soit il n'y avait pas encore les voitures, mais il y avait les attentats au couteau, il y avait les bombes qui se... Tous les jours, c'était un cortège. Alors, il y a peut-être une lassitude, je dirais, dans le monde extérieur, de dire encore en Israël un attentat. Mais chez nous, c'était devenu, je dirais même pas une lassitude, c'était devenu une peur constante d'ouvrir la radio, qu'on laissait d'ailleurs tout le temps ouverte en fond très doux pour être au courant en permanence de ce qui se passait. C'était la peur de se retrouver justement non pas avec de la musique rock'n'roll ou du jazz, mais avec des musiques telles qu'on les entend à Yom HaZikaron, c'est-à-dire des chansons israéliennes douces, c'est-à-dire des chansons israéliennes qui parlent de morts et de blessés. Et quand on entendait ces chansons-là, on mettait la voix plus fort parce qu'on savait qu'il y avait eu quelque chose. Je ne crois pas qu'il y ait eu une lassitude, qu'il y ait eu une froideur. Je ne crois pas qu'il y ait eu une... Non, à l'échelle de ce que des gens que j'ai rencontrés, à l'échelle des gens que j'ai vus, des bénévoles avec qui je travaille, avec les familles dont nous nous occupons, avec les gens dont on parle, non, moi je n'ai pas vu, j'ai pas senti ça. Alors justement, je voudrais qu'on parle des victimes du terrorisme, parce que c'est vrai, bien entendu, naturellement, on parle de ceux qui ont perdu la vie dans ces attentats. On parle peut-être moins souvent des blessés et des séquelles qu'ils vont porter pendant probablement souvent toute leur vie. Comment cela se traduit, par exemple, dans l'action de One Family? Quelles sont les séquelles que vous avez pu remarquer au fil des ans, des séquelles qui ne sont jamais parties? Le PTSD, comme on dit, c'est-à-dire le stress, les désordres de stress post-traumatique, est une des choses déjà fondamentales que tout le monde porte. Alors, il peut être, on arrive plus ou moins à l'adoucir, je ne dirais pas le soigner 100%, parce que soigner, ça veut dire qu'on n'est plus atteint, mais je dirais à l'adoucir, à le calmer. Alors, dans les périodes de calme, la personne qui a été traumatisée par un attentat va effectivement refouler ses peurs et ses craintes et recommencer à vivre. C'est quand même le propre de l'être humain, c'est de recommencer à vivre malgré les traumatismes, malgré les blessures. Maintenant, c'est clair que au moment de l'intifada en particulier, les premières personnes qui avaient été touchées par des attentats, blessés ou témoins, dès qu'ils entendaient un autre attentat le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, et ce pendant quelques années, ont tous eu énormément de mal à s'en sortir. Parce que c'était tous les jours qu'on entendait sur de nouvelles, donc tous les jours on retombait en arrière sur ce qui nous est arrivé à nous-mêmes. Pour les personnes que nous suivons maintenant, nous avons le même phénomène, c'est-à-dire que
Ce sont des gens qui réapprennent à vivre. Nous, on est là pour ça, par toutes les activités que nous leur créons, par les activités thérapeutiques, les activités de groupe, les groupes de parole, les soins. Ils apprennent à revivre, à ressourire. Et quand on voit les images, quand on est présent à ces ateliers, c'est assez extraordinaire, ou à ces vacances, ou ces groupes. Bon, maintenant avec le corona, c'est plus compliqué, mais à ces mêmes activités Zoom que nous faisons, les femmes, les hommes, les enfants rient. Mais non, c'est sûr que s'ils entendent qu'il y a eu, comme il y a eu il y a 2-3 semaines, cet attentat où un autre malheureux a été tué, et les photos de sa veuve et de ses enfants effondrés sur la tombe, ben vous avez autant de personnes et de familles qui ont été endeuillées ou de familles qui ont été blessées, qui retombent en arrière et qui retombent dans un PTSD, dans un traumatisme, et donc recommencer à travailler dessus avec, je dirais, pas à pas pour reconstruire ces personnes. Chaque attentat, chaque acte de guerre, l'opération de Soukheta, la guerre du Liban, tout ça, ont été des chocs qui ont remis toutes ces familles en arrière. Donc la population israélienne dans son ensemble est très très forte, et malgré tout très solidaire, et a l'habitude de ça depuis sa création, mais elle essaye de combattre. Donc effectivement, on rigole, on vit au quotidien comme n'importe quel autre peuple, mais dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde a une blessure qui recommence à saigner. Et c'est là où c'est très très difficile de travailler avec eux, parce qu'on doit être là tout le temps. Et nous sommes là, nous, en tant que What Family, nos bénévoles, nos psychologues, nos assistants solidaires sont là tout le temps. Leur téléphone est en permanence ouvert, nos téléphones sont là pour pouvoir répondre à la demande nuit et jour des gens. Et ça peut être vraiment nuit et jour, parce que c'est des traumatismes qui, quand ils remontent, ça provoque de telles douleurs, de telles souffrances, des cauchemars, des insomnies, des blessures qui saignent peut-être pas au sens, le sang sort de la blessure, mais c'est des blessures qui font mal. Par exemple, à l'attentat de Paro dont on parle. Voilà, je voudrais, Aurélia, que vous nous donniez peut-être un exemple marquant parmi les gens qui ont été touchés par ces attentats, un souvenir que vous avez marquant, qui vous a particulièrement marqué de gens affectés de cette période de l'intifada en particulier, bien entendu. C'est très difficile de choisir quel souvenir plus difficile que l'autre, surtout à l'intifada. Enfin, je veux dire, c'était tellement dans une cruauté telle que tout le monde a été marqué. Je veux dire, comment vous dire, j'ai pas vraiment de souvenir marquant d'une personne en particulier, mais je sais que par exemple, quand on assistait à des enterrements ou qu'on accompagnait quelqu'un à l'hôpital, voilà, par exemple, l'attentat de Hebron, je cherchais un attentat. L'attentat de Hebron, où des soldats avaient été pris pour cible par des Palestiniens, où toute une équipe de forces de sécurité bénévoles de Kiryat Arba était descendue. Dans laquelle il y avait plusieurs francophones d'ailleurs. Voilà, et il y avait énormément de Français et francophones qui ont été très grièvement blessés, voire malheureusement tués. Ça a été très marquant, parce qu'en fait, il y a toute une chaîne de... Nous, on s'était mis à l'époque One Family, et à l'époque, il y avait aussi l'UNIFAN, qui était l'ancienne association des Français ayant fait leur alliage, dont je faisais aussi partie. On s'était tous unis pour justement accompagner les familles de ces gens blessés, pour s'occuper des enfants, pendant que la maman était en train d'essayer de supporter les 10 heures d'opération que son mari subissait. Il y a tellement de souvenirs marquants, tristes, forts, et en même temps des relations d'amitié, des relations de solidarité qui se sont créées, où on n'avait pas besoin d'échanger des milliards de mots, ou quelquefois juste de se tenir la main et d'échanger un sourire, un regard, aide énormément ces gens-là. Et ça continue à les aider, parce que comme je dis, c'est des choses qui reviennent en arrière. Je vous disais tout à l'heure, la petite jeune fille, à Sbarro, il y a une petite jeune fille qui a perdu sa maman, et plusieurs sœurs, et elle-même a reçu, sa maman était grièvement blessée, et elle-même a reçu, elle avait 12 ans, 60 éclats de métal dans son corps. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. 60 clous et bouts de clous dans le corps d'une petite jeune fille, très grièvement blessée à la tête, un coma. C'est une jeune fille qui, elle, gardera ça toute sa vie. Elle va passer un portique, elle risque de sonner. Elle a mal toute sa vie depuis l'âge de 10 ou 11 ans. Et donc, calculez le nombre d'années, maintenant elle a presque une trentaine d'années. C'est une jeune fille, c'est une jeune femme qui souffre physiquement parce qu'elle a ses cicatrices, parce qu'elle a mal, ça fait mal des morceaux de métal. Et ça ne se relève pas, parce que c'est des risques vitaux qu'on ne peut pas mettre en jeu pour enlever un morceau de métal, souvent. Donc, c'est des gens qui tout le temps ont besoin d'aide médicale, psychologique, parce que c'est un souvenir quotidien qui vous replonge au cauchemar de août 2001.
Il n'y a pas vraiment de... Toutes ces familles-là sont des familles qui sont extrêmement impressionnantes parce qu'elles ont une force exceptionnelle et sont des gens qui donnent beaucoup. Souvent, ces gens-là donnent aux autres. Et c'est ça qui est très fort aussi. Ils témoignent. Oui, ils témoignent, bien sûr qu'ils témoignent. Ils témoignent parce que ça fait partie de ça. Cela dit, beaucoup aussi, malheureusement, ont beaucoup témoigné autour des attentats, surtout quand ils ont perdu un enfant, un mari ou une femme, ont beaucoup témoigné parce que ça faisait partie de leur guérison et de leur force. Et maintenant, on est 20 ans après et ça devient de plus en plus difficile de témoigner. Je parlais justement avec certaines personnes hier et c'est devenu pour eux trop violent. Ils peuvent plus. Ils peuvent plus parce qu'à un moment donné, on veut aussi pouvoir vivre normalement. On veut aussi... Ça veut dire qu'il y a cette aspiration, après un certain temps, et là on parle d'une période de 20 ans, c'est-à-dire une génération, à essayer de retrouver une sorte de vie normale, même si elle ne sera jamais normale. Absolument. À un moment donné, on veut pouvoir ne pas se rendormir en cauchemardant sur ce qui est arrivé à son enfant. On veut pouvoir rire ou penser ou avoir mal à la tête sans se dire et si ma mari avait aussi mal à la tête, pourquoi moi je me plains? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné où il faut réapprendre à vivre et témoigner demande des forces et des énergies qui sont très, 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 très grosses et violentes. Et quelques personnes ne peuvent plus y arriver. Et c'est tout à fait compréhensible. Alors, il y a une dernière question, elle est à mon avis incontournable, surtout lorsque l'on parle du gouvernement israélien. One Family, c'est une initiative privée, vous nous l'avez expliqué. Ce sont des dons privés qui viennent de donateurs, de gens qui sont sensibilisés par l'action de votre association. Mais quelle est la part du gouvernement? Le gouvernement, il est aussi présent. Est-ce qu'il y a un suivi aussi de la part de l'État face à ces victimes du terrorisme, leurs familles, les blessés? Bien sûr, l'État est le premier sur les lieux. L'État, par le Bitur Leumi, le Misrad Apnim, les ministères de l'Intérieur, de la Santé et de l'Éducation sont les personnes, les mairies sont les premiers sur les lieux et les premiers auprès des familles pour aider. L'État dépense un argent absolument monstrueux dans ces attentats et dans les suivis des familles qui sont suivies quelquefois à vie. Quand vous avez un jeune enfant qui est blessé et qui est handicapé, c'est toute sa vie qui va être prise en charge par l'État. La scolarité, les festivités autour de les bar mitzvah, mariage, ont des aides de l'État. Vous avez des familles qui ont des voitures pour handicapés payées en partie par l'État ou des adaptations d'appartements pour handicapés payées par l'État. Alors, tout n'est pas pris en charge et c'est là où nous intervenons, nous sommes le plus par rapport à l'État. C'est ça coûte extrêmement cher d'ailleurs aussi. C'est des gros budgets. Mais l'État est là tout le temps. Eh bien... Je veux dire, oui, c'est la force première, c'est l'État. Eh bien, Aurélia Bilia, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en ce 20e anniversaire, triste anniversaire du déclenchement de la seconde intifada. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice francophone du département francophone de One Family, de la fondation One Family qui s'occupe des victimes du terrorisme et du suivi de ces victimes du terrorisme. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, bonne santé.